À la une, le ministre de l'Intérieur en Guyane pour 48 heures. Bernard Cazeneuve s'est rendu aujourd'hui à Maripasoula avant de rejoindre Saint-Laurent et Mana. Les questions d'orpaillage clandestin, d'immigration illégale et d'insécurité au cœur de son déplacement. La CDTG monte au créneau pour les agents du service de remboursement de la sécurité sociale. Le conflit s'enlise depuis le droit de retrait exercé en juin dernier. Les 12 personnes concernées sont en arrêt maladie pour le syndicat. L'heure est au retour du dialogue. Et puis nous terminerons ce journal par une balade en catamaran. Des jeunes des quartiers saint-laurentais ont pu en profiter à l'occasion d'une Eretz Rally. C'était le week-end dernier. Reportage découverte dans quelques instants. Mais d'abord, direction tout de suite Haïti, qui est toujours en alerte rouge depuis hier soir. L'ouragan Matthew a touché la pointe sud-ouest près de la commune des Anglais depuis 7 heures ce matin et a fait une nouvelle victime. Des vents de 220 km/h et des pluies torrentielles font rage sur de nombreuses habitations précaires. Et plus d'un millier de personnes ont déjà été évacuées. Il s'agit du plus puissant ouragan à passer dans cette zone au cours des 10 dernières années. Reportage. Beaucoup de Haïtiens refusaient d'évacuer s'en remettant à la volonté de Dieu, mais l'ouragan Matthew n'aura fait preuve d'aucune clémence. À la mi-journée, des vents à 230 km/h balaient l'île, emportant les maisons par dizaines. Pour l'heure, on déplore 3 morts, un naufragé, un autre tué dans l'effondrement de sa maison. La 3e victime, une femme déjà malade, est décédée faute de soins. Dans les rivières en crue, les casques bleus improvisent des convois pour évacuer les familles. 9000 personnes ont dû être mises à l'abri, selon le ministère de l'Intérieur. À Port-au-Prince, la rivière Grise, gonflée par les pluies diluviennes, est un torrent de boue. Dans les rues de la capitale, l'eau est montée à près de 50 cm, ce qui fait déjà craindre un désastre sanitaire. La région la plus touchée reste le Grand Sud, notamment les Cayes et Jérémie, une péninsule sud actuellement coupée du reste du pays suite à l'effondrement d'un pont. Les réseaux téléphoniques y sont également hors service. Dans cette région, il faudra sans doute plusieurs jours pour évaluer l'étendue des dégâts. L'ouragan de catégorie 4 poursuit sa trajectoire dévastatrice vers Cuba, où 300 000 habitants de l'Est auraient été évacués. La Floride et la Caroline du Nord ont décrété l'état d'urgence, redoutant elles aussi un phénomène majeur. On reprend le fil de l'actualité chez nous avec bien sûr la visite du ministre de l'Intérieur. Bernard Cazeneuve est arrivé hier soir pour 48 heures de déplacement. Il s'est rendu ce matin à Maripasoula et à Saint-Laurent pour s'intéresser notamment aux questions d'orpaillage clandestin et d'immigration illégale, mais aussi le classement de la capitale de l'Ouest en zone de sécurité prioritaire. Une visite suivie par Jonathan Lariot. Il y aura en tout, au cours des 2 prochaines années, 165 policiers et gendarmes de plus en Guyane. 165. Et c'est un solde net. L'annonce tombe enfin. Sur la période de 2 ans, entre 2016 et 2018, la Guyane comptera sur un effectif de 165 agents des forces de l'ordre en plus, répartis sur toute la Guyane. Entre 2016 et 2018, 105 gendarmes supplémentaires viendront renforcer les effectifs présents en Guyane. 15 d'entre eux sont arrivés déjà le 1er septembre. 90 gendarmes arriveront d'ici 2018, répartis de la manière suivante. 60 seront affectés ici en permanence. Nous affecterons 12 gendarmes supplémentaires aux fonctions de police judiciaire de la gendarmerie. Et enfin, 4 gendarmes supplémentaires rejoindront l'OCRTIS. 9 sous-officiers seront affectés dans les 3 PSIC de Guyane, Kourou, Matoury et Saint-Laurent du Maroni, qui seront labellisés en PSIC Sabre. Arrivé hier soir, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve s'est rendu à Maripasoula ce matin. Sur place, il s'est entretenu avec les autorités locales en la personne du maire de la commune. Puis direction le barrage de Linini, où les forces militaires de Guyane ont érigé un barrage afin de lutter contre l'orpaillage clandestin. Une brève visite qui se conclut à la gendarmerie de Saint-Laurent du Maroni. Et face aux différents acteurs de la sécurité civile de l'Ouest, le ministre annonce le passage de la commune en zone de sécurité prioritaire, à l'image de Cayenne et de Kourou. Les gendarmes de la CLSP seront appuyés par le peloton de surveillance et d'intervention, la brigade des recherches, la brigade nautique, le détachement de surveillance et d'intervention, ainsi que les gendarmes mobiles intervenant en renfort dans chacune de ces unités. Au total, ce sont donc plus de 100 gendarmes qui œuvreront à la sécurité des habitants de la ZSP, de telle sorte que nous pourrons notamment augmenter de manière significative le nombre de patrouilles sur la voie publique. Mais les nouvelles ne s'arrêtent pas là. Un centre de formation d'apprentis gendarmes devrait voir le jour d'ici 2020.
afin de former sur place les futurs recrues. Oui. Le ministre s'est ensuite rendu à Mana où il a inauguré le pôle enfants-jeunesse ce midi. Après une rencontre avec le maire de la commune, ce pôle va permettre l'accueil de jeunes en leur proposant des activités extrascolaires et périscolaires avec des bureaux administratifs, un foyer jeune, un espace jardin et un réfectoire. Il offre également la possibilité d'accueillir diverses activités culturelles. Je vous propose d'écouter le maire de Mana au micro d'Elsa Gonzalez. C'est un grand projet de notre municipalité que nous réalisons grâce à l'appui de l'État et de la CTG. Comme vous le savez, Mana n'échappe pas aux roches des jeunes. Nous avions une forte population de jeunes et nous avions toujours pensé qu'il leur fallait un grand immeuble dans lequel ils pourraient se réunir et dans lequel aussi on pourrait leur prodiguer tous les services qu'ils attendent. Si vous voulez, ma municipalité a pour emblème, si je peux le dire, le vivre ensemble. Donc ce bâtiment doit être la concrétisation de ce projet que nous nourrissons depuis longtemps. Il est fait pour que tous les jeunes de la commune puissent se retrouver. C'est un lieu qui leur ressemble, donc ils pourront facilement s'assembler autour de leur culture spécifique. Nous commençons à nous y installer. On a déjà quand même mis en place des équipes administratives et très prochainement, les opérations d'animation vont commencer. Le centre médico-chirurgical de Kourou a pris fin aujourd'hui après 8 jours de mobilisation. La Croix-Rouge en charge de l'établissement s'engage à recruter un nouveau directeur et annonce également un travail qui sera mené d'ici un mois sur la question de l'offre de soins avec l'Agence régionale de santé. Un protocole d'accord a été signé hier soir. Pour en parler, nous recevons le directeur de l'Agence régionale de santé, Jacques Carcio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les médecins ont donc repris le travail ce matin après une semaine de blocage. Le conflit est donc enterré. Les échanges se sont poursuivis jusqu'à tard hier avec la Croix-Rouge qui gère l'établissement. Vous y avez participé. Première question, pas de heurts pendant ces négociations? Pas de heurts, au contraire. Bon, d'abord, je veux saluer une issue heureuse pour cette longue négociation qui a duré plus de 6 heures. Pas de heurts, au contraire, une ambiance constructive, chacun écoutant l'autre avec attention et avec respect. Je veux saluer le concours de chacun durant ces longues heures de négociation et au demeurant qui se traduisent aujourd'hui par une reprise de l'activité, en effet. Alors dans le cahier quand même de doléances des grévistes, 2 points majeurs se distinguaient. Le premier étant le départ du directeur. Il sera effectivement remplacé. En attendant, il sera rejoint dès la semaine prochaine par des conseillers, si je puis dire. Alors d'abord, je veux dire que mon point majeur à moi, si j'ose dire, c'est le fonctionnement, le bon fonctionnement, le fonctionnement durable de l'établissement. C'est donc la recherche d'un projet médical, c'est-à-dire d'une activité de soins qui corresponde à la population. Mon premier objectif, c'est celui-là. C'est presque accessoirement, j'allais dire, même si en l'occurrence le sujet n'est pas anodin, qu'on a traité de la question de la gouvernance, comme on dit maintenant, la direction de l'établissement. Et en effet, il a été convenu que le directeur en poste rejoindrait un autre poste au sein de la Croix-Rouge, de directeur territorial en l'occurrence, cependant que pour cet établissement, on trouverait effectivement d'abord un directeur intérimaire, puis ensuite un directeur de plein exercice. Pour la direction de la Croix-Rouge, quand même, qu'est-ce qui a motivé cette acceptation ou ce choix de changer la gouvernance? C'est le mot de transparence et de concertation. Pour conduire ce projet d'établissement, qui promet d'être ambitieux, mais qui est décisif pour l'avenir de l'établissement, il faut d'abord être dans la transparence et la concertation la plus parfaite. Il a semblé à la Croix-Rouge que pour ce faire, effectivement, une nouvelle gouvernance pouvait éventuellement se justifier. Vous aviez commencé à l'évoquer. Le deuxième point, c'était donc bien sûr le plus important, le soin, l'offre de soins pour la population. En clair, les grévistes quand même craignaient que l'hôpital ne redevienne un dispensaire. Selon le protocole d'accord, l'ARS et la Croix-Rouge vont devoir se concerter pour reprendre les choses en main. Ça veut dire quoi? Quelles sont les spécificités qui vont peut-être rejoindre cette offre de soins au CMCK? D'abord, ça veut dire qu'il n'est nullement question de faire du CMCK un dispensaire. C'est le contraire qui est vrai. On a besoin à Kourou d'un établissement de soins qui réponde aux besoins de la population. Je pense à la maternité, c'est évident. Je pense à la médecine de proximité. Je pense à des activités chirurgicales, à des consultations externes. On a besoin de tout cela à Kourou dans une proportion qui corresponde aux besoins réels, c'est-à-dire à la population de Kourou, évidemment. Et cette population, on le sait, n'évoluera pas dans les prochaines années comme elle va évoluer, par exemple, à Saint-Laurent ou à Cayenne. Est-ce qu'il va y avoir du nouveau, en tout cas? Est-ce qu'il y a de nouvelles disciplines qui vont rejoindre le CMCK? Dans une logique de partage des rôles avec Cayenne, c'est essentiel que chacun fasse
ce qu'il sait faire le mieux. Dans cette logique-là, on peut très bien imaginer, je plaide en ce sens, pour que demain, par exemple, on installe des consultations, voire des activités médicales, voire de la chirurgie programmée à Kourou, dès lors qu'on l'a fait mieux à Kourou, parce qu'on a la ressource qu'on ne l'a fait aujourd'hui à Cayenne, c'est vrai. Et ce travail, on l'envisage à long terme ou à court terme? On peut déjà espérer du nouveau du côté du centre médico-chirurgical de Kourou? On l'envisage à très court terme, ne serait-ce que parce qu'il y a aussi, ne nous le cachons pas, une question budgétaire. Tout cela doit se faire dans une logique budgétaire durable, c'est-à-dire dans une recherche d'équilibre. Aujourd'hui, l'établissement est en déficit. Ce déficit ne saurait durer trop longtemps, donc il y a urgence effectivement à recaler les choses. Alors, quand même, un dernier point, le CMCK n'est pas le seul concerné par cette question de problème d'offre de soins. Vous êtes à la tête de l'Agence régionale de santé depuis le mois de juillet, mais déjà, selon vous, comment faire pour améliorer cette question en Guyane? Alors d'abord, il faut avoir à l'esprit l'évolution de la population, qui n'est comparable à aucune autre. En Guyane, je le rappelle toujours, la population devrait augmenter de 60% vers 2030. C'est-à-dire que ça nous oblige tous, ça vaut pour toutes les politiques publiques, à penser d'ores et déjà une nouvelle configuration de l'offre de services qu'on doit à la population. C'est vrai pour les soins comme pour le reste. Donc être vigilant, attentif, respectueux de ce qui se passe en matière de la progression de l'offre, mais respectueux aussi, de la complémentarité entre les sites. Il n'est plus question, de mon point de vue, aujourd'hui, que chacun des établissements ne pense qu'à son seul périmètre. C'est le contraire qui est vrai. On doit aujourd'hui imaginer une santé partagée, des projets médicaux partagés entre les différents établissements. Merci Jacques Carciot d'avoir été avec nous ce soir. On poursuit avec le conflit à la sécurité sociale, toujours en cours, vous le savez. Les 12 agents du service remboursement ont été placés en arrêt maladie, mais la menace de nouvelles sanctions plane sur ces personnes. Et aujourd'hui, la CFDT tape du poing sur la table. Le syndicat parle d'une urgence de reprise du dialogue. Reportage Caroline Alcide. Exercé au mois de juin dernier, le droit de retrait des agents de la sécurité sociale n'en finit pas d'empoisonner les relations avec la direction. Après l'Union des travailleurs guyanais, c'est au tour de la CFDT de s'en mêler et d'apporter son soutien aux salariés sanctionnés par la direction. Dénonçant une surcharge de travail, une majorité des agents du service de remboursement a préféré se retirer. Un mouvement peu apprécié par la direction qui décide d'appliquer des retenues sur salaire et distribuer des blâmes, tout en recrutant 5 nouveaux agents pour étoffer l'équipe. La semaine dernière, les agents ont manifesté devant la direction du travail et attendent toujours l'intervention de la DIECT, d'autant plus qu'un salarié passe ce jeudi en conseil de discipline et risque d'être rétrogradé. De son côté, la CFDT prône une reprise du dialogue et l'apaisement. On ne comprend pas pourquoi la directeur insiste sur le fait de sanctionner les salariés. Et ça, on ne peut pas accepter. Notamment sur une possible rétrogradation d'un militant qui a simplement œuvré pour que le bien-être du personnel de la caisse soit pris en compte. Je l'ai écrit à Madame la directrice, nous on préconise la médiation, le retour au dialogue. Faisons place au dialogue avant de voir autre chose qu'une sanction ou autre chose qu'une grève ou un embouteillage. Pour les agents, ce droit de retrait est justifié car la souffrance au travail est réelle. Ils invitent la direction à revoir sa politique. Que Madame Aron nous retire toutes nos sanctions, qu'elle reconnaisse que notre droit de retrait était justifié. Et c'est tout simplement. Nous sommes là pour le dialogue, on est encore là pour le dialogue et qu'elle revienne sur sa décision et qu'elle admette qu'aujourd'hui, que ce qu'on a fait, c'était pour notre bien-être. Mais la tension pourrait augmenter d'un cran si la direction de la sécurité sociale persiste dans la voie de la répression, surtout que les syndicats rappellent que la double peine n'existe pas dans la loi. En bref, maintenant, 15,2 millions d'euros pour payer les entreprises engagées dans la construction en cours de plusieurs infrastructures. Il s'agit du préfinancement obtenu par la collectivité territoriale hier auprès de l'Agence française de développement. Une convention a été signée entre l'AFD et la CTG, un appel d'air pour les comptes de la collectivité. Direction Paris maintenant, où le projet de loi sur l'égalité réelle est discuté depuis ce matin à l'Assemblée nationale. Le texte visant à réduire les inégalités entre les ultramarins et les hexagonaux était l'une des promesses de François Hollande. D'abord critiqué pour sa pauvreté, le projet de loi a été étoffé ces derniers jours par les ministres et les députés. Augmentation de l'allocation vieillesse et du complément familial, création de zones franches globales, aide aux fret. À 8 mois des élections présidentielles, les enjeux sont considérables. Éric Dupuis. Erika Baraich s'est rattrapée après sa présentation au Conseil des ministres en août dernier. Le projet de loi a essuyé de nombreuses critiques. À la veille de son examen devant le Parlement, il a été largement complété ces derniers jours. Il est passé de 15 articles
à 112 en commission, puis est revenu à 54 aujourd'hui. C'est un enrichissement sur beaucoup de domaines, sur le logement, sur la mobilité, beaucoup de demandes de rapports des uns et des autres. On a musclé aussi d'un commun accord tout l'article 1 sur les objectifs des plans de convergence. Les plans de convergence représentent la colonne vertébrale de ce texte et doivent permettre, par des partenariats État-région sur plusieurs années, de faire évoluer le modèle économique créé par la départementalisation il y a 70 ans. Et il faut vraiment qu'on adopte une autre attitude, un autre modèle, une autre dynamique et qu'on le fasse vite. C'est justement très vite que les députés ont proposé plus de 300 amendements. Beaucoup ont été refusés par manque de moyens de l'État. Ce sera une possibilité pour les députés de parler, de discuter, de proposer au gouvernement. Mais j'ai tout simplement envie de dire qu'il y a eu des rapports qui ont été produits depuis des années et qui n'ont toujours pas produit d'effet. Il faudrait que nous ayons des résultats pour nos compatriotes ultramarins qui attendent depuis des décennies, mais du concret. Du concret, le rapporteur du projet de loi assure en avoir distillé dans le texte afin de faciliter le développement des territoires. Leur donner aussi les moyens de leur propre modèle, de leur propre rayonnement, d'exploiter leurs atouts et leurs ressources propres. On a eu l'égalité, disons, civique et citoyenne en 1848, politique en 1946, l'égalité sociale en 90, dans les années 90. Là, il y a une égalité économique à avoir. Tout ça fait, disons, l'égalité dite réelle. On n'atteindra jamais les mêmes chiffres que la métropole. Ça, c'est un rêve. Un rêve qui sera donc examiné à l'Assemblée cette semaine, puis au Sénat le mois prochain, dans une période préélectorale particulièrement crispante pour la majorité. Nous prenons la direction de Saint-Laurent à présent pour une balade en catamaran à l'occasion de la course de régate, le Nerez Rally, qui s'est passé le week-end dernier. Certains ont eu la chance de monter à bord de l'Albatros pour environ 2 heures de découverte avant de rejoindre la Crique Bœuf, un privilège partagé par des jeunes des quartiers de la capitale de l'Ouest. Elsa Gonzalez. Une virée en bateau, voilà ce qui attendait ces 5 jeunes ce dimanche après-midi. Et pas n'importe quel bateau, un catamaran Lagoon 380 du nom de l'Albatros. Pour cette jeune fille, l'appréhension se fait sentir. Un petit peu, oui, j'ai un petit peu peur, mais bon, voilà, je suis un petit peu excitée, voilà. Ah ouais? Oui. Pourquoi? Parce que ça n'arrive pas souvent. Une balade organisée par la mairie et l'association du Nerez Rally. Une inscription au préalable était obligatoire. Venue soit du quartier Espérance et Sable Blanc, soit de la route de Margaux, c'est l'opportunité de découvrir le fleuve et un bateau tel que l'Albatros. On a voulu permettre aux jeunes de profiter justement de venir faire un petit tour en catamaran, de découvrir un petit peu l'univers nautique. Voilà. On a été visiter la Crique Bœuf, donc les enfants sont assez satisfaits de l'initiative et puis bon, on en profite, donc c'est un moment de détente et puis voilà, on passe un bon moment avec les enfants. À l'occasion du Nerez Rally organisé ce week-end, le capitaine de l'Albatros est venu de Kourou soutenir la course. Il s'est également proposé de faire une balade à bord de son catamaran de 12 mètres de long. C'est bien qu'il y ait des activités nautiques en Guyane, un voile de voile, et que c'est bien qu'il y ait des communes et qui aussi participent à tout ça, quoi. Je trouve ça très bien. Il faut développer le tourisme maritime de Guyane, surtout qu'on a plus de 3500 bateaux qui passent chaque année devant la Guyane. On en capte peut-être qu'un quart. Donc ce serait un développement touristique très intéressant. Et si les autres villes aussi s'y mettaient à pouvoir proposer des services avec des doubles mouillages, c'est déjà bien. Après presque 2 heures de navigation, retour à quai pour ces jeunes matelots. Une après-midi croisière dont ils se souviendront. Avant de se quitter, notez que le vol Ariane 231 prévu ce soir en présence du ministre de l'Intérieur est reporté à demain. Il placera sur orbite 2 satellites de télécommunication pour l'Inde et l'Australie, GSAT 18 et SkyMuster. Heure de départ 17h35. Quant à nous, il est l'heure de nous quitter, mais juste avant, le rappel des titres. Le ministre de l'Intérieur en Guyane pour 48 heures. Bernard Cazeneuve s'est rendu aujourd'hui à Maripasoula avant de rejoindre Saint-Laurent et Mana. Les questions d'orpaillage clandestin, d'immigration illégale et d'insécurité au cœur de son déplacement. La CDTG monte au créneau pour les agents du service de remboursement de la sécurité sociale. Le conflit s'enlise depuis le droit de retrait exercé en juin dernier. Les 12 personnes concernées sont en arrêt maladie. Pour le syndicat, l'heure est au retour au dialogue social. Et puis, nous avons terminé ce journal avec une balade en catamaran. Des jeunes des quartiers saint-laurentais ont pu en profiter à l'occasion du Nerez Rally. 2 heures de vogue sur le Maroni.
Dans un instant, l'information nationale et internationale avec nos confrères de TF1. Puis vos programmes continuent sur ATV Guyane. Très bonne soirée, à demain.